Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets et aujourd'hui aussi du soleil. Et oui, le soleil, on aime bien ça, on aime bien partir à l'étranger. Surtout Fabien, il me fait toujours un bon petit retour quand j'ai des investisseurs de l'étranger. Et aujourd'hui, via le biais de Delphine, aka la maison de Mathilde, on a un invité en la personne de Fred. Fred qui a monté un réseau de franchises d'agences immobilières en Thaïlande. Donc on va voir avec lui tous les aspects de l'investissement immobilier en Thaïlande. Il a également, avant de partir en Thaïlande, il s'était lancé dans l'investissement immobilier en 2018, je crois, qui m'a expliqué. Il a acheté 50 lots en 2 ans et demi. Voilà, qui dit mieux, 50 lots en 2 ans et demi. Et puis maintenant, il est parti en Thaïlande. Il a monté son réseau de franchise. Il a aussi un réseau de mandataires en France. Donc on va voir avec lui le métier d'agent immobilier en Thaïlande et en France, le développement de ces deux business, comment est-ce qu'il a pu gérer les 50 lots, plein de choses, et puis les spécificités de l'investissement. Donc en Thaïlande, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui se rapprochent de la France, c'est pas si différent que ça. Donc j'aime bien toujours faire des épisodes avec des investisseurs à l'étranger. Si jamais vous en avez à me présenter ou à me conseiller, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message sur Instagram, bye bye patron, par mail info@bybypatron.net, ou alors vous pouvez, c'est le mieux peut-être, rejoindre le groupe Telegram. Donc le lien est dans la description, Bye Bye Patron Podcast. J'ai lancé il y a 3 semaines, on est plus que 50, on est 58. Et dedans, vous pouvez discuter entre vous. Moi je lance un sujet, vous pouvez commenter. Si jamais vous voulez que je lance un sujet qui vous est propre, par exemple si vous avez un projet d'investissement, vous n'êtes pas sûr, si vous voulez qu'on commente un devis, quelqu'un vous a fait un devis travaux et que vous voulez que les membres vous indiquent si c'est complet, si vous ne faites pas allumer sur les prix, vous m'écrivez directement en privé, donc soit sur Insta, soit même sur Telegram, vous cliquez, vous pouvez m'écrire directement. Et moi je lancerai le sujet, comme ça vous aurez plus de 50 personnes, la plupart investisseurs, qui pourront, ou investisseuses, qui pourront justement vous conseiller. Donc ça, je pense que c'est super puissant ce groupe, on est déjà plus que 50 en 3 semaines. Et voilà, on en est qu'au début. Donc merci à toutes les personnes qui participent sur ce groupe. Et puis merci surtout à tous les retours que j'ai déjà eu sur le podcast que j'ai fait avec Claire, aka Claire D'Huissier. Là en fait, pour rien vous cacher, j'enregistre donc juste après en fait avoir diffusé l'épisode avec Claire. Donc j'essaye vraiment de faire toujours les intros dans la semaine qui suit la publication d'un épisode pour justement avoir les retours. Là, je pars à Tomorrowland d'ailleurs avec mon associé, on part vendredi matin, on revient lundi, donc je voulais être sûr que tout soit prêt pour la publication de mercredi, donc j'enregistre déjà aujourd'hui mercredi soir. Donc on a eu plein de retours, je vous fais les remerciements parce que c'est grâce à vous que je continue tout le temps de produire un épisode par semaine. Merci à Elise, merci à Lara, merci à Caroline pour les commentaires sur Insta, merci à Cédimo et à François qui est Monsieur Libre, qui ont partagé en fait, j'avais demandé dans l'épisode précédent que de vous partager votre vue en fait pendant que vous écoutez le podcast. Comme ça on peut voir où vous situez. Donc François il prenait l'avion, notre cher Cédimo lui rentrait du bureau. Donc c'était vraiment, enfin du boulot en tout cas, c'était super. Ça fait toujours quelque chose en fait de voir de se matérialiser dans la vraie vie les écoutes du podcast. Et merci, je fais un rapide remerciement à tous les gens qui m'ont écrit: Niels, David, Denis, Estelle, Anthony, François, Thomas Pitch, Krami, Vincent, Charlie, Marianne, Chat, Ludo aussi, voilà, la team Alsace, et puis Clément et Nico, voilà. Et en plus, on a eu un petit message de Pouette sur YouTube. Donc si vous voulez écouter le podcast, je sais pas sur quelle plateforme vous l'écoutez, il y a plus de 15 plateformes qui existent, dont YouTube. YouTube, c'est pas vraiment une plateforme de podcast, mais si vous avez un YouTube Premium comme moi, basé en Argentine, à 120 pesos par mois, à moins de 1 euro, voilà, ça peut être une bonne plateforme d'écoute pour certains. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dernier point, on a une nouvelle membre dans le Club Invest. Donc dans le Club Invest, c'est avec mon associé Michel. On a un groupe, donc maintenant il y a 10 membres, c'est notre record. On a 10 membres qu'on suit en fait pour lorsqu'ils effectuent leur... donc ça peut être leur premier, mais pas seulement aux achats immobiliers. Et puis on voit avec eux comment trouver des nouveaux biens, comment les acheter, quelle stratégie adopter, on discute des devis. Franchement, on est en contact tous les jours. On fait des appels toutes les 2-3 semaines, des appels de groupe. Et puis surtout au début, on vous appelle chaque semaine
pour discuter avec vous. Si vous voulez nous rejoindre, clubinvest.fr, lien dans la description, vous pouvez voir nos têtes de champions, vous pouvez voir le tarif, franchement, c'est donné. Moins que ça, c'est moins cher que gratuit. Donc, clubinvest.fr. Et donc, bienvenue à toi, Jeanne. Je te souhaite plein de réussite. Et puis demain, on a un appel de groupe prévu, justement, où on va faire la présentation avec les autres membres. Ben voilà, comme toujours, partagez, likez, commentez. Les écoutes sont sur une fusée stratosphérique. Ça fait trop plaisir. Franchement, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Mais c'est aussi grâce à vous que maintenant, on a de nouveaux auditeurs parce que vous avez commenté, liké, partagé. Et ça me pousse vraiment à produire un épisode par semaine. Le podcast, ça me prend au moins 4-5 heures par semaine. Donc voilà. C'est quand même toujours un travail d'être régulier. C'est au moins une soirée et souvent un samedi matin que je consacre à ça. Bien sûr, je le fais avec grand plaisir. J'ai beaucoup de plaisir avec tous les invités que j'ai pu avoir sur le podcast. Mais c'est quand même une contrainte. Donc quand je vois les écoutes qui augmentent, c'est pour ça aussi que je vous remercie pour les réactions. Parce que ça me fait très chaud au cœur. Et que c'est pour cette raison que je produis un épisode par semaine. On se retrouve avec Fred. Alors, normalement, ça devrait très bien se passer l'épisode. Avec Fred, on avait un peu de latence. C'est la première fois que ça m'arrive où j'ai vraiment de la latence entre les questions et les réponses. Parfois, du coup, c'est pas aussi fluide que d'habitude. Mais c'est tout à fait... le son est très bon. C'est juste, voilà, si vous voyez qu'il y a un peu de latence ou parfois des tout petites incompréhensions, c'est comme ça. Voilà, c'est la magie de l'enregistrement à distance. C'est comme ça qu'on peut avoir des invités qui sont partout dans le monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve avec Fred de l'autre côté. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Fred. Fred qui nous a été recommandé par Delphine, plus connue sous la maison de Mathilde sur les réseaux. Salut Fred, comment ça va ? Salut Thibaut, comment tu vas ? Eh ben ça va très bien. Et donc Fred, pour commencer, déjà pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, j'aime bien pour briser la glace qu'on nous raconte une première expérience professionnelle, voilà, un peu insolite ou cocasse. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous démarrer par ça pour que les auditeurs apprennent un peu puissent appréhender ton parcours? Ouais, il n'y a pas de souci. Ben écoute, moi Thibaut, à la base, moi je suis ingénieur aéronautique, donc je travaillais à Toulouse chez Airbus. Donc c'était, comme je dis souvent, plutôt alimentaire que passionnel, on va dire. De fil en aiguille, j'avais depuis un petit moment l'envie de me lancer dans l'immobilier, et de fil en aiguille, j'ai pu avoir ma première expérience en tant que négociateur immobilier dans un office notarial. Donc ça m'a permis de quitter ce job de cadre aéronautique, ça c'était c'était cool. Et encore, je me suis beaucoup formé parce que ça me semblait hyper important. Et du coup, je suis arrivé à l'investissement immobilier. Donc je suis investisseur depuis 5 ans, donc j'ai beaucoup investi dans les immeubles de rapport notamment. Et maintenant, j'avais une agence immobilière que j'ai terminée puisque je me suis expatrié en Thaïlande avec ma femme qui a vendu son office notarial. Voilà un petit peu le parcours en quelques mots. Ok. Et comment on passe de cadre aéronautique à agent immobilier ? Tu as dû te former, passer des diplômes ou c'était assez facile ? En fait, le problème, c'est que souvent on nous fait croire que c'est très facile d'être agent immo, et justement c'est le piège. Il faut beaucoup de formation. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans un office notarial où il y a quand même une certaine rigueur déjà d'entrée. Et à l'intérieur, si tu veux, j'ai vite passé des formations pour être référent, notamment auprès du Crédit Foncier et des experts judiciaires, parce que ces gens-là sont des experts de l'immobilier, notamment de l'évaluation immobilière, évaluer tout type de bien. Donc ça m'a vraiment passionné, et c'est pour ça que j'ai eu même un diplôme là-dessus. Donc j'ai le titre d'expert immobilier pour l'évaluation de tout type de biens en France et en Europe en fait. Voilà. Ok. Et donc ça c'était vers quelle année que tu as commencé à l'office notarial, Ouais, l'office notarial, c'était en 2014, tu vois, que j'ai commencé vraiment négociateur IMO, donc dans la transaction, l'intermédiaire,
traditionnel, on va dire. Et après, tout le parcours de formation, il a duré à peu près entre 3 et 4 ans. Tu vois, c'était des grosses formations, ça a duré assez longtemps. Et j'ai commencé l'investissement IMO en 2018 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok. Et là, t'as combien de lots à peu près? Moi, je suis allé très très vite parce que je suis monté à peu près à 50 lots en moins de 2 ans et demi. Donc j'ai fait beaucoup de Ah lots. ouais, impressionnant. Ouais, en fait, bon, j'étais dans un marché aussi qui était, c'était assez favorable aussi au ce moment-là, paradoxalement, quand on voit maintenant les taux, etc. C'était assez facile d'emprunter et tout. Bon, j'ai fait aussi des concessions, hein, j'ai soldé des crédits voitures, enfin toutes les bêtises qu'on fait qui bloquent l'investissement, quoi. Tu vois. Mais ensuite, voilà, je suis allé très fort et beaucoup dans les immeubles de rapport, parce que évidemment, quand tu achètes par immeuble, j'ai acheté un immeuble de 12 lots notamment, ça va très vite, quoi. Tu vois. Voilà. Et comment on gère 50 lots? T'avais des gestionnaires, t'avais des Non, travaux en plus, je suppose. pas du tout, donc que des produits avec travaux, mais j'ai jamais fait les travaux moi-même déjà pour des questions fiscales. Et Bien sûr, 50 lots bon, en 2 ans et demi. j'ai fait bon, j'ai fait beaucoup de meublés bien entendu, hein, on le sait tous. Et je fais toujours du meuble parce que j'ai déjà des lots, j'ai encore beaucoup de lots, j'en ai vendu une partie, mais j'en ai encore beaucoup. Et après en gestion, bon, après voilà, ça se fait, hein, en fait, je veux dire, c'est une gymnastique, hein, voilà, ça se fait. Je faisais pas de courte durée par contre, hein, je faisais que de location à l'année, hein, voilà. Ah, bien sûr, ça compte. Là. Et tu sais, j'ai une question à te poser, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en fait. J'ai appelé pour un appartement et puis l'agent IMO elle m'a donné l'adresse et j'étais plus sûr si j'avais déjà un appartement à cette adresse. Je sais pas si toi est-ce que tu connais comme ça tout de suite tu saurais dire de manière certaine toutes les adresses des biens que tu as. Ça m'est arrivé, alors ça peut être une anecdote, je suis arrivé pour monter un prêt bancaire, en fait je me souvenais plus pour quel bien on venait. Ça m'est arrivé. Ouais, dans le flux Ouais, ouais, voilà. ouais. Ouais, je pense à partir je pense de 10 lots, ça commence déjà les numéros et tout à être compliqué. Ça m'est Ouais, déjà ouais, arrivé ouais. aussi quand je mets des annonces de Ouais, location ça arrive. bah la rue, c'est la bonne, mais après c'est pas le bon numéro. C'est des choses qui Ouais, arrivent. ouais, ça On arrive, ça commence à arrive. Moi, pour le prêt multiplier bancaire, je me les suis fait lots. avoir, je suis arrivé de la bancaire, je savais même plus pour quel dossier je venais, en fait. Ouais, vraiment. Ah bah voilà. Et t'as tout, les 50 lots, tu les as financés dans combien de banques? Pas beaucoup. Je les ai eu financés que 90% dans 2 banques et le dernier dans la troisième banque était ma banque où j'avais mes comptes bancaires. Tu vois. Voilà. Ok, super. Mais j'avais Ouais, des donc forts taux ça se d'endettement. fait bien. Donc j'avais des forts taux d'endettement, mais j'avais de la chance d'avoir des gens très réceptifs en face de moi qui voyaient que ça marchait très bien, en fait. Voilà. C'est ça qui a beaucoup aidé. D'accord, ouais, super. Et donc maintenant, donc t'as tous ces lots, mais t'habites plus en France en fait. Absolument. Moi, je suis expatrié depuis un an en Thaïlande, donc Donc, j'habite à Koh Samui, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un choix de vie, mais c'est pas un coup de tête, hein, ça s'est pensé depuis un moment. Donc ça m'a pas empêché de garder mes lots en France. Alors évidemment, ça a impliqué d'autres problématiques, notamment de gestion pour le coup, puisque là, quand tu es à distance, il y a des choses que tu peux plus faire. Mais bon, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien. Et là, c'est pour ça que je suis en train de un petit peu d'harmoniser mon patrimoine et de voir d'arbitrer mon patrimoine pour voir un petit peu ce que je garde et ce que je vends. Donc je vends quelques trucs en ce moment. Je vends des gros immeubles, je les vends en ce moment. Voilà. Et aussi parce que je veux réinvestir en Thaïlande. d'accord. C'est pour ça. Voilà. Ok. Et bah c'est pour ça justement qu'on t'a aujourd'hui comme invité, c'était pour voir pour discuter de l'investissement en Thaïlande. Ouais. Alors bien sûr, j'ai plein de questions. La première, tu me diras si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est quand on est étranger. Moi, j'avais entendu, en tout cas, j'ai entendu. Je sais pas, j'ai jamais vérifié parce que j'ai jamais cherché pour l'instant à investir en Thaïlande. Que dans les copros, fallait qu'il y ait plus de la moitié des personnes qui soient de nationalité thaïlandaise. Est-ce que comment ça se passe en fait en tant qu'étranger? Est-ce qu'on peut acheter facilement des biens en Thaïlande? Ouais, en fait, tu as plusieurs cas, si tu veux. Donc, tu as parlé du cas de la copropriété, qui est le cas presque le plus facile pour un étranger d'acheter. C'est très simple c'est très simple à comprendre. Il y a des copropriétés qui sont créées dès le départ en copro. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est les immeubles que tu veux transformer en copro. Ça, c'est très compliqué. Mais sur des immeubles qui ont déjà été pensés en copropriété, effectivement,
la loi thaïlandaise dit que sur 100 appartements dans cette copropriété, il y en a 51% qui vont appartenir aux Thaïs et 49% qui vont appartenir aux étrangers. Mais l'avantage de cette formule, c'est que tu es vraiment en pleine propriété sur les 49%. Donc tu es propriétaire de ton appartement. Ok. Vraiment. Propriétaire, y compris du terrain. Parce que je sais qu'en Asie, il y a beaucoup d'histoires de Oui. terrain. Donc, Alors, quand c'est des copros comme ça, le terrain appartient, enfin, à la copro. Comme, ouais, le terrain de toute façon appartient à comme la en France, copro. par exemple. C'est comme en France, de toute façon. Voilà, c'est pareil qu'en Mm. France. Mais l'histoire des terrains, en fait, elle est différente. Si tu me parles d'acheter une villa, là, on parle plus de lot de copropriété, on parle d'acheter une villa ou d'un terrain tout seul. Là, par contre, il y a cette notion, effectivement, un petit peu à l'anglaise, finalement, où tu n'es pas propriétaire du terrain. Ouais. Mais attention, il faut différencier deux cas. Si tu achètes en nom propre en société, et en fait, en société, tu t'en sors. Tu peux être propriétaire avec une société d'un terrain, en fait, en Thaïlande. Donc, il y a plein de façons. Ça dépend de comment tu veux acheter, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai acheté ma maison, ma résidence principale. Ma société est propriétaire du terrain et ma femme est propriétaire de la maison qui est dessus. Tout simplement. Ok. Très intéressant. Ça marche. Et donc, toi, tu as développé un réseau d'agences de franchise en Thaïlande. Absolument. Donc moi ma marque c'est bien ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc moi ma marque c'est Fred et Pierrot. Fred et Pierrot, les agitateurs de l'immobilier, parce qu'en fait on veut remuer un petit peu tout ce qui existe et j'aime beaucoup ça en fait. Et les idées reçues, que ce soit en Thaïlande ou même en France, où j'ai aussi, mais ça c'est pas le thème du jour, mais j'ai aussi un réseau de mandataires que je suis en train de créer, enfin qui a commencé. Mais sur la Thaïlande, on est vraiment sur des franchises, donc des gens que je forme vraiment et j'y tiens beaucoup, parce que moi j'ai beaucoup été formé, je tiens vraiment à ce que les gens soient formés pour pas dire n'importe quoi. Et toi, je crois qu'il y a récemment tu as fait une intervention sur des annonces que tu as vues en copro qui m'ont beaucoup rire. Mais je pourrais t'en sortir des dizaines comme ça en France et en Thaïlande. Enfin, voilà. Donc moi j'aime beaucoup le professionnalisme et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un réseau vraiment de professionnels et en Thaïlande de franchises physiques. Donc j'ai une première franchise qui s'est montée dans l'île de Koh Samui où j'habite. Ça c'est un peu le hasard parce que c'était pas du tout l'idée au départ. Et on a d'autres touches pour l'instant sur Pattaya, Phuket, enfin d'autres choses qui vont arriver qui sont pas encore lancées mais qui devraient. L'idée c'est de se développer partout en Thaïlande et puis après on verra si on veut aller un peu plus loin que la Thaïlande. Voilà. Ok. Et comment ça? Donc ça fait 1 an. T'étais déjà allé en Thaïlande, je suppose, avant de t'y installer. Comment t'en es arrivé à l'idée? C'était le projet initial, c'était partir vivre en Thaïlande et créer une activité là-bas, ou c'était créer une activité enfin, est-ce que c'est le business ou c'est la vie qui a fait que tu te retrouves en Thaïlande? En fait, le point de départ, c'est pas le travail, c'est l'envie de changer de vie et d'aller dans un autre pays. C'est vraiment pour découvrir autre chose. Voilà le point de départ. Et en fait, l'immobilier, c'est quand même ma passion. Autre que ce soit mon métier, c'est l'investissement, c'est quand même ce que j'adore faire, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'était en Thaïlande, ça a été sur deux sujets, en fait. Ça a été de se dire, est-ce qu'on peut pas créer moi, j'ai découvert aussi la Thaïlande d'un point de vue immobilier. Je le connaissais en tant que vacancier, mais l'immobilier pur, je savais pas comment ça fonctionnait, si tu veux. Donc, j'ai fait beaucoup de formations juridiques, etc. en Thaïlande pour comprendre un petit peu comment ça marchait, pour pouvoir après former mes franchisés, ce qui est logique. Et ce réseau de franchisés, voilà, je l'ai créé. Après m'être dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Et quand je me suis aperçu de ce qu'il y avait là-bas, je me suis dit, ouais, on peut faire des choses vraiment professionnelles. On va pouvoir se démarquer pour proposer des produits aussi aux investisseurs, parce que moi je suis investisseur aussi et je sais ce que cherchent les investisseurs. Et aujourd'hui, on adore se diversifier. Donc se diversifier selon les types de produits, mais aussi à l'étranger, c'est bien aussi. D'avoir dans une autre monnaie, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, l'idée c'était de former ces gens-là, mes franchisés, à vendre de l'immobilier, on va dire traditionnel, des villas, des terrains, etc., mais aussi des produits d'investissement pour les Européens. Et aujourd'hui, on a des immeubles ou des biens avec des rentas à 14, 15, 18 ou 19%, tu vois. Donc ça fait et sans taxe foncière et sans plus-value, tu vois. Donc ça fait un peu rêver tout ça. Exact. Ouais, super intéressant, forcément. Je suis en train de lire, je sais pas si tu connais le livre, il est pas très connu, mais on me l'a conseillé. Ça s'appelle Nomade Capitaliste. Je sais pas si tu le connais. Pas du tout. C'est un Américain qui explique en fait comment prendre un peu le meilleur de chaque pays, tu vois, où placer son argent. Par exemple, il dit tu places ton argent à Singapour, c'est l'endroit où les banques elles sont le plus sûres, mais tu vas pas aller habiter à Singapour parce que là-bas, c'est un peu une sorte de
de dictature où c'est hyper cher, où tu peux pas faire ce que tu veux. Et donc il essaye de piocher un peu dans chaque endroit du monde les avantages. Et puis il parle toujours de la diversification, que bien sûr il n'y a pas un pays parfait pour tout. Donc la Thaïlande, t'as déjà le climat, la population qui est plutôt accueillante, et puis c'est sûr que c'est déjà, puis l'Asie, moi j'adore l'Asie, hein, j'y étais plein de fois, c'est vraiment tu sens que ça bouge. Enfin, je pense que c'est ça que t'as bien aimé aussi, l'énergie et tout ça, le fait que ça se développe rapidement. Absolument. Et alors j'ai plein de questions, hein. Première question, comment tu sources les biens? Toi tu parles pas thaï, on dit thaï ou thaïlandais? Alors thaï, mais j'apprends le thaïlandais. La langue? J'apprends le thaïlandais, ouais. Ok. Ouais. Donc, bien pour les je suppose que tu as des agents qui sont thaïlandais. Oui, en fait, alors mon franchisé est français, tu vois, comme quoi, mais il a une équipe de Thaïlandais aussi pour des raisons évidemment de prise de mandat qui est beaucoup plus simple. Alors, tu peux vendre évidemment des produits qui appartiennent déjà à des étrangers ça c'est ok. Mais nous, on a aussi, c'est une des cibles et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai lancé ces franchises, c'est je veux travailler beaucoup avec les Thaïlandais en fait. Ce que fait paradoxalement très peu les agences en place. Travailler beaucoup avec les étrangers en termes de vente et d'achat en fait. Donc moi, je veux travailler beaucoup avec les Thaïlandais. D'accord. Et donc tu sources les biens comme en France. Comment ça se passe pour sourcer, trouver des terrains? Comment est-ce que tu convaincs un Thaïlandais qui a jamais entendu parler de toi de vendre via ton canal en fait? C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Si tu veux, il faut comprendre que en Thaïlande, on n'est pas dans la même façon de fonctionner qu'en France. Alors déjà, il y a beaucoup moins d'agents IMO, forcément. Il y a beaucoup moins de concurrence. Et après, en fait, ils sont beaucoup plus dans un rapport de confiance dès le départ. C'est-à-dire qu'ils vont plus t'accorder déjà la vente de biens. Ils vont te donner un terrain ou deux, puis ils vont voir si ça marche bien, s'ils sont contents de toi, et après ils vont t'en donner d'autres. C'est comme ça qu'ils marchent en fait. Ils sont pas réticents au premier abord. C'est plutôt eux même qui viennent te chercher en fait. Donc nous, on a pour te donner une ordre d'idée, le franchisé a récolté à peu près une 60aine de mandats en moins de 3 mois et des mandats qualifiés. C'est-à-dire que moi, j'apprends mes franchisés à expertiser donc au bon prix. Donc pour te donner que c'est assez facile en fait c'est beaucoup de confiance en fait. Par contre, quand tu la perds, c'est foutu. Voilà. Ok. Et comment vous rémunérez? C'est aussi un taux comme en France, un taux sur le prix de vente? Absolument. C'est des montants fixes. Alors, comment ça se passe? C'est exactement pareil. Alors après, tu as deux cas, parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, tu as deux cas. Tu as le cas de la pleine propriété avec les sociétés, tu as le cas du lease. Parce qu'il y a ce mode-là aussi. Le lease, c'est une espèce de bail de 30 ans, renouvelable 2 fois en Thaïlande. Par contre, tu n'es jamais propriétaire du terrain. Alors, ça a un avantage pour les gens qui ont un faible budget. Ils peuvent s'acheter une villa en lease. Alors, notamment les personnes âgées, tu vois, qui ont 70 ans, 75 ans, ils ont un bail de 30 ans, ils s'en fichent, en fait, à la fin. Tu vois, souvent. Et ils vivent au paradis. Ils ont un prix d'appel qui est beaucoup plus faible, évidemment, parce que c'est pas une pleine propriété. Donc, sur ce type de mandat, on a un barème différent de la pleine propriété, puisqu'en fait, voilà, mais globalement, c'est le même principe. C'est le même principe. Ok. Oui, et puis je suppose que les montants, enfin les taux, ils sont décroissants en fonction du prix de vente, comme on peut le voir. C'est pareil qu'en France. Après, c'est moi qui voilà. Donc, mais c'est pareil, c'est le même principe, vraiment pareil. Ok. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire les étapes d'un achat? Voilà, moi je vais acheter maintenant une villa à Koh Samui. Ouais. Comment? Tu vois, si on fait simple en France, t'appelles, tu visites. Tu fais une offre, tu signes un compromis, tu vas chez le notaire, enfin tu obtiens ton financement, tu vas chez le notaire. C'est à peu près ça les étapes. Comment ça se passe en Thaïlande? C'est pas forcément très différent, c'est-à-dire que tu vas effectivement faire ta visite, tu vas signer une offre d'achat. Ça c'est dans notre société, parce que ça c'est quelque chose qui n'existe pas en Thaïlande. Très peu, beaucoup se font à l'oral. Dans mes franchisés, on formalise tout, donc des bonnes visites, des offres d'achat. Même chose, tu fais une offre d'achat, l'offre est acceptée, on passe devant l'avocat parce qu'il n'y a pas de notaire en Thaïlande, c'est l'avocat qui a le rôle de notaire en fait. Donc tu fais en amont quand même, avant la signature de cette espèce de compromis de vente qui est beaucoup plus light, puisqu'il n'y a pas de diagnostic en Thaïlande notamment, tu vois, on est beaucoup plus léger sur le contenu. Et tu as ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'on va vérifier le bornage notamment, tu vois, la propriété évidemment des vendeurs qui sont bien propriétaires.
Mais après, globalement, en fonction du mode que je t'ai décrit tout à l'heure, soit tu crées une société, soit tu achètes en nom propre, ça dépend du type de bien que tu achètes et de ton souhait. Et ça dépend si c'est un lease ou en pleine propriété. Et en fonction de ça, tu signes un compromis. On va dire qu'une vente se réalise entre un mois et demi jusqu'à l'acte final. Tu as un mois et demi à peu près. Ça va à peu près 2 fois plus vite qu'en France. Ok. Alors, est-ce que les... c'est la clé, quoi. Voilà. Ouais, pour le financement, je suppose que quand t'habites pas, c'est très compliqué. Alors, c'est compliqué, mais ça commence à se développer. J'ai un investisseur que je connais qui a eu un prêt avec 80% d'apport d'une banque française. Il est résident français, hein, j'entends. Donc, il habite en France. Et il a eu 80% de prêt d'apport. Enfin, on lui prêtait 80% de la somme et il devait mettre 20% d'apport. Voilà. Et il avait un... Ok, une banque française à... Ouais. Ok. Moi, ce que je connais pas mal, c'est en fait que tu peux hypothéquer des choses en Europe pour investir, enfin hypothéquer ou mentir des choses. Absolument. De toute façon, la banque va vouloir prendre une garantie en France, donc que ce soit sur c'est forcément de la quasi-hypothèque, t'es à peu près sûr d'y passer, quoi. Mais c'est pas très gênant, en fait. Ouais. Et les achats, les ventes, ça se fait en bahts ou ça se fait en dollars? Non, en bahts, t'es dans la monnaie locale. Alors en fait, tu fais un transfert de fonds, l'avocat réceptionne, il faut qu'il y ait obligatoirement un transfert de fonds, il faut prouver que les fonds viennent de l'étranger, puisque quand t'es étranger. Et ensuite, tu fais un transfert d'euros en bahts, par exemple, et t'achètes ton bien en bahts. Ce qui est plutôt enfin, en ce moment, le baht est très intéressant, donc c'est pour ça que les investisseurs aiment bien ça, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner alors bon, je suppose que c'est super variable, mais une fourchette de prix, combien ça coûte une villa de, je sais pas, 150 mètres carrés à Koh Samui avec. Si tu prends une vue mer, par exemple, assez bien, donc. Avec un terrain que tu achètes via ta société. Pardon? Ouais, si tu achètes le terrain, enfin, une maison, combien ça peut coûter une villa, par exemple à Koh Samui? Admettons que tu as acheté le terrain via une société qui t'appartient et puis qu'après tu veuilles la maison. Alors, si tu veux dire la construire ou qu'elle soit déjà existante? Les deux. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir après un coût de construction et puis ensuite, quand c'est fini, combien ça peut valoir à peu près? En fait, aujourd'hui, si tu veux, sur un terrain que tu vas acheter vue mer, ça va te coûter autour des, allez, je pense, 100 000 euros à peu près, entre 80 et 100 000 euros. Alors, ça dépend de la taille, hein. Sur, on va dire, allez, 1000 mètres carrés, à peu près de terrain. En termes de construction, et c'est beaucoup pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont allés, c'est-à-dire que le coût de la construction est assez faible en Thaïlande. Donc pour te donner un ordre d'idée, tu peux construire des très belles villas autour des, on va dire 800-900 euros du mètre carré. Allez, 1000 euros sur des prestations un peu cool. Voilà, tu vois. Donc 1000 euros du mètre carré en construction. Ouais. Et par contre, si tu l'achètes toute faite, c'est là que évidemment tu fais des grosses plus-values parce que tu vas revendre autour de 2000 ou 2005 du mètre, tu vois. Donc ça dépend des vues mer, ça dépend voilà, il y a plein de paramètres, hein, c'est assez large ce que je te dis, mais globalement, beaucoup d'investisseurs sont allés là-bas pour faire de la construction. Enfin, j'achète le terrain, je construis, je revends, forcément. Ok. Ouais, donc c'est moins cher, c'est forcément moins cher qu'en France. Après, c'est pas non plus un rapport par rapport à d'autres, par rapport au prix d'un repas en Thaïlande, je veux dire, où tu peux avoir un rapport, je pense, de 1 à 10 par rapport à la France. Là, c'est plutôt, voilà, un rapport de 1 à 2 ou 3, quoi. Ouais, c'est ça. Après, si tu veux, c'est assez équivalent au rendement. En fait, tu vas toper des rendements, comme je te disais tout à l'heure, à 14-15%, tu vois. Ça se fait bien. Après, l'avantage, c'est qu'il fait beau toute l'année. Donc, pour faire de la LCD, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, bien sûr, quand tu achètes surtout sur les coins comme Koh Samui, tu as parlé de Phuket, Pattaya, c'est un peu les coins qui sont connus pour la LCD. Ouais. Ok. Et sinon, et du coup, la fiscalité, on en a parlé rapidement. Il y a des frais de notaire? T'as des frais d'avocat? T'as des frais d'avocat. Alors en fait, ça va dépendre dans le mode où lequel t'achètes. Encore une fois, si t'achètes une société, par exemple, un bien qui a été acheté déjà en société, que tu rachètes la société, mais c'est un peu comme la France, tu sais, c'est des cessions de parts, donc c'est très peu taxé. Ça va te coûter, allez, pour donner une ordre d'idée, ça va te coûter 800 euros, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Donc c'est ridicule. Je parle des frais dans la totalité des frais. Hein. Ça va te coûter 800 balles.
Donc pour une transaction immobilière. Donc ça c'est le top. Ok. Par contre effectivement, si tu commences à acheter, enfin on va dire, par exemple t'achètes un taille, typiquement qui n'avait pas de société, qui est un nom propre. Là, tu vas monter. Alors, tu vas pas du tout être auto-français. Tu vas pas être à 7,5. Tu vas peut-être être autour des 4, des 4. En plus, il est d'usage en Thaïlande de partager les frais. C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur partagent les frais. En fait, c'est pas comme en France, on a l'usage de faire que ça soit l'acheteur qui paye. Donc, l'acheteur qui. Voilà. Ouais. Donc, c'est partagé. Donc, tu vas t'en sortir à 3,5%, tu vois, à peu près 3,5. Ok, super intéressant. Et les loyers, comment ils sont taxés, les loyers et la propriété? Est-ce que t'as pas de taxe foncière d'après ce que t'as dit? Non, t'as pas ta très peu ou très peu, c'est très très faible, ça dépend des coins de Thaïlande, mais t'en as une qui est très faible, mais ça doit être à une centaine d'euros par an ou 150 euros. Enfin, pour moi, c'est ridicule. Tu vois. Et ensuite, en fait, la fiscalité si t'es en mode société, t'as une fiscalité de société en fait. Mais t'as la TVA qu'à 7% en Thaïlande, donc déjà c'est pas mal. Et en plus après, c'est pas la petite particularité thaïlandaise, c'est qu'ils ont une imposition qui est quand même pas négligeable sur la sortie de dividendes en fait. Et en fait, en Thaïlande, on a l'habitude de dire qu'il faut mieux prendre, si tu veux, faut mieux être salarié de ta société que prendre des dividendes. Voilà, entre guillemets. C'est plus intéressant. D'accord. C'est un peu le contraire de la France, quoi, pour faire simple. Ouais. Ouais, ça dépend des taux de cotise forcément et puis des taux d'imposition. Ok. Et qu'est-ce qui fait un bon achat si t'es investisseur maintenant en Thaïlande aussi? T'as acheté ta résidence principale, t'as acheté d'autres biens? Non, j'ai acheté un terrain constructible. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on fait une bonne affaire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Je suppose comme partout un peu pareil, l'emplacement, etc. Mais à quoi il faut peut-être prêter attention? Je sais pas, peut-être, est-ce que ça me vient comme ça, l'écoulement des eaux, tu vois, peut-être que ça n'a pas été géré pareil, ou l'arrivée d'eau, ou la vue, les possibilités de construction autour. Enfin, c'est ça. Est-ce qu'il y a un peu des vérifications spécifiques que tu vas faire du fait, voilà, du climat, du développement du pays, de thèmes comme ça? Tout à fait. Alors en fait, comme je te disais tout à l'heure, t'as pas de diagnostic en Thaïlande, donc ça il faut être quand même un peu plus attentif sur le contenu des maisons, tu vois, et surtout que les termites, ça existe notamment en Thaïlande, hein. Il y en a. Donc voilà, c'est typiquement, t'as des sociétés après qui les traitent, mais ça peut être des choses comme ça. Faut pas rechigner si tu veux aux vérifications qui sont pas obligatoires, mais que tu peux quand même faire, tu vois. Après. Il faut faire attention et c'est souvent le piège, c'est ces constructions vue mer où tu sais où tu as une vue mer, mais 2 ans après t'as un mec qui se plante devant toi. Ça c'est le gros risque en Thaïlande. C'est les règles constructives. C'est assez. Alors ça, c'est en train de se structurer, mais c'est encore assez léger quoi. Donc évidemment nous au préalable dans nos franchises on fait ça. J'ai formé mes agents à le faire, à bien vérifier ces aspects-là pour pas que nos clients soient lésés évidemment et qu'on puisse avoir du long terme en termes de business quoi. Voilà. Mais ça peut arriver, mais la Thaïlande, encore une fois, est en train de se structurer sur ces points-là, mais il y a encore des choses où il faut faire attention, notamment, effectivement, sur ça, hein. Qui peut construire à côté de toi? Il faut pas, même si l'autorisation, elle est à 6 mètres, t'es pas à l'abri qu'ils mettent 9 mètres, quoi. Tu vois? Voilà. Donc, faut faire attention. 6 mètres de hauteur, tu veux dire, ou 9 mètres de hauteur. Okay. Ouais. Et il y a des équivalents est-ce qu'il y a un équivalent du livre foncier, des PLU ou des choses comme Absolument. ça? En fait, est-ce que tu peux voir un peu ce qui va se construire, construire autour? T'as une base cadastrale, hein, déjà en Thaïlande. T'as un cadastre avec, comme tu retrouverais un peu comme l'accès, comme le cadastre .gouv, quoi, hein, en fait. Hein. Donc tu peux voir les parcelles, tu peux voir comment c'est découpé, tu peux voir pas mal de choses. T'as un titre de propriété que tu peux contrôler aussi, hein, en fonction d'un numéro. Tu peux savoir si la personne en face de toi est bien propriétaire. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et après, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, t'as cette fameuse due diligence, cette vérification d'avant-signature compromis, où là on va vérifier pas mal de choses et on va pouvoir voir s'il y a eu des problèmes de bornage ou des choses comme ça, quitte à faire reborner. L'avantage à Thaïlande, c'est que c'est très réactif. Si tu as un problème de bornage, dans les 2 jours, tu as quelqu'un qui va faire une vérification, tu vois. Donc c'est très très réactif. Ça va vite. Ouais, ça va super vite. Ouais, ils ont pas le temps, ça va vite. Ils ont pas le temps. Alors il y a des fois c'est on prête, mais ça c'est intéressant. Quand ça va vite, c'est intéressant. Et par rapport aux constructions, est-ce que t'as
t'as l'impression qu'il y a des malfaçons qui pourraient pas exister en France? Je sais pas, Je pense que oui. Je des pense que fondations oui. qui sont mal faites, Ouais, ouais, mais le problème, si tu veux, c'est que il y a beaucoup de ventes où il y a eu beaucoup d'arnaques, c'est sur les ventes à distance, les ventes sur plan en fait, les gens qui n'étaient pas sur place. Mais une fois que tu es sur Hmm. place et que comme en France, il faut suivre les chantiers, je pense que ce soit la réno ou la construction, sinon ça va partir en sucette aussi. Ah, bien sûr. Hein. Donc c'est la même chose là-bas. Et je pense que là-bas, en fait, le problème, c'est que ça va tellement vite que si tu le fais pas, tu vas tu vas pas avoir le temps de rectifier grand-chose parce que ta maison sera déjà finie, quoi. Ouais. Ok. Et toi, t'as pour projet, donc pour l'instant, tu vends des terrains, tu vends des maisons. T'as pour projet de faire de la construction aussi? Un peu de la promotion, en fait? En fait, non, moi je vais faire je suis avec un investisseur, on va faire des projets de marchand de biens concrètement, mais plutôt sur des biens qui sont déjà construits, qu'il faut rénover, qu'on va rediviser ou qu'on va réaméliorer, qu'on va revendre. Voilà, je suis pas trop dans la construction, c'est pas trop ma passion ça. Ok. Bah, ça, on peut bien le comprendre, hein, quand on voit tout ce qu'il faut gérer. Ok. Et par rapport à tes agents immobiliers, comment tu recrutes un bon agent immobilier? En fait, un bon, Parce que forcément, tu le formes, mais En fait, c'est pas encore faut une bien le fois, choisir au départ, quoi. je pense enfin, moi, c'est plus sur la compétence à apprendre et à être attentif et à suivre les conseils parce que de toute façon, aujourd'hui, pour moi, les agents immobiliers sont pas assez formés de façon globale. Hein, je parle en France et en Thaïlande, ils sont pas assez formés. C'est pour ça d'ailleurs il y a beaucoup de mécontents et de gens qui restent sur le carreau. Hein, faut pas se leurrer. Mm. Donc aujourd'hui, ben, tu en es l'exemple avec les annonces que tu as vues. Ça, c'est inacceptable en fait. Hein. Et, et aujourd'hui, je suis sur un système encore une fois où on recrute je juge de la capacité de la personne à apprendre. Après, le contenu, l'expertise immobilière, elle sait pas ce que c'est, et il y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Forcément, il faut suivre beaucoup de formations. Donc ça, c'est moi qui ai créé la formation. Après, on est rentré dans beaucoup de détails. Alors sur la partie thaïlandaise, évidemment, les spécificités juridiques de la Thaïlande, bien entendu. Mais Mm. voilà, je préfère presque quelqu'un de débutant très motivé qu'un agent confirmé qui a pris des travers en fait en général. Donc voilà. Qui a Non, pris, ouais, qui a pris la, ouais, je noircis un peu le tableau, mais voilà, je préfère, je suis très précautionneux parce que je veux du business à long terme, et je fais très attention à qui je mets dans mon réseau en fait. Je suis pas dans du volume en fait, hein, vraiment pas. ok. Ok, bah déjà en plus t'as des biens qui tournent en France en plus, donc t'as pu. Je suppose que quand t'as décidé de partir en Thaïlande, t'avais au moins déjà cette sécurité des biens Absolument, qui tournaient en France, quoi. absolument, absolument, absolument. Et ok. Et bah on peut juste passer rapidement quand même sur ton réseau en France. Ce qui m'intéresse, c'est j'aime bien aussi voir un peu cet aspect de distance. Donc là, t'es en train de développer un réseau de mandataires. Donc c'est une d'entre elles qui nous a mis en contact. Comment tu fais pour développer justement depuis la Thaïlande un réseau euh, un réseau de mandataires, les former, les suivre? Tu fais tout à distance? T'as quelqu'un sur place en France qui de confiance? Alors pour l'instant en fait, comme je suis on est qu'une dizaine, il n'y a qu'une dizaine d'agents en fait en France, donc il y a beaucoup de formations et mes agents ne vont pas sur le terrain avant 3 mois en fait. Entre 2 et 3 mois, ils vont pas sur le terrain, ils sont qu'en formation pour te donner un peu la stratégie. Donc pour apprendre tous les sujets Ok. de l'immobilier. Donc je ne veux pas qu'ils rentrent en mandat avant 3 mois globalement. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on fait le plus de bêtises et qu'on fait n'importe quoi. Donc je veux pas. Et ensuite, donc il y a beaucoup de suivi. Je fais du suivi hebdomadaire, effectivement, pas avec chaque agent, parce que j'y tiens vraiment. Alors évidemment, c'est beaucoup au début. Après, ils vont être un peu plus libres, forcément, mais je tiens vraiment à ce qu'ils soient structurés. Donc il y a une grosse formation technique d'expertise. Il y a une grosse formation sur le notariat, parce que ma femme est notaire, donc on a fait une grosse formation pour comprendre pour savoir parler et comprendre de quoi on parle en fait. Hein. Donc on va parler de PLU aussi, on va parler de cadastre, on va parler de plein de sujets, de l'expertise immobilière notamment, comment expertiser au prix juste. Et puis voilà, notre différence, notre spécificité, et c'est ce que j'ai fait dans mon métier, si tu veux, c'est d'évaluer tous les biens au prix du marché. Ça, c'est possible aujourd'hui, sauf que les agents ne le font pas. Mais ça demande beaucoup de travail et de formation. Donc ma différenciation, elle est là, et mes agents qui travaillent pour moi, on parlait de Delphine tout à l'heure, elle a fait sa première vente d'un immeuble à 400 000 euros. Ça a duré une visite, une vente, terminé. Tu vois. Et Voilà. pourquoi? Parce qu'on était au bon prix. Bah, je pense que c'est
Voilà, c'est tout. C'est exactement ça. Quand t'es au bon prix, ça part tout seul, et quand t'es pas au bon prix, Mais la c'est question, c'est compliqué. Et comment. après, je suppose qu'il y a des agents, bah, ils sont. Et la question, tu as raison. Et la question, Ce c'est qui est comment dur, c'est de définir le bon prix. Et voilà. Et ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des méthodes d'expertise qui apprennent, mais ça prend du temps. Je mens pas à mes agents en leur disant qu'ils vont vendre leur première maison au bout d'un mois. C'est pas vrai. Alors, des fois, il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux. Mais si tu veux, il y a de la formation, tu peux pas passer à côté de ça. Et mon réseau sera formé que d'agents hyper compétents. Sinon, je le fais pas. Je le fais pas. Ok. Et dans l'évaluation, je suppose que tu as les travaux aussi, que Mais évidemment, que c'est-à-dire que t'évalues, enfin, tu il y a, leur apprends à évaluer un peu il y a- il y les a- le montant des c'est travaux. ça. Et il y a plein de méthodes d'évaluation que moi, les experts judiciaires m'ont apprises, etc. Et on peut les utiliser, elles sont reconnues, etc. Et ça prend plein de paramètres en compte, évidemment, et ça s'apprend. Mais il faut passer, tu peux pas dire en 2 minutes, un avis de valeur, ça vaut 240 000 euros. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas vrai. Ça marche pas. Donc, voilà un peu notre spécificité. Ouais, Et c'est en ça, parce Thaïlande, que c'est les mêmes moi, méthodes. Paradoxalement, c'est la même chose en Thaïlande, c'est les mêmes méthodes d'expertise parce que ça marche partout, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, c'est pareil. C'est exactement pareil. ok, super intéressant. Et je pense que le gros du travail, c'est quand même d'expliquer aux clients, enfin aux vendeurs, comment Ouais. t'en arrives à ce prix-là. Parce que lui, forcément, il en veut toujours plus. Exactement. Et Exactement. moi, T'as tout compris. ça m'est Mais arrivé là, bah, on il y a une a méthode, si cette tu veux, semaine-là. qui est simple, c'est-à-dire que, enfin, qui est simple. C'est-à-dire que quand on fait déjà, on fait pas d'avis de valeur gratuit, ça n'existe pas. Et quand on fait une expertise et une évaluation immobilière, c'est un dossier qu'on remet au client vendeur pour lui expliquer. Parce que les gens, on leur explique jamais. On leur donne un chiffre, sans leur expliquer. Donc, nous, on explique comment on a trouvé le prix. Et crois-moi, ça fait la différence. Donc, et ça marche, mais très très bien en fait. Moi, je l'ai fait pendant des années. Je vendais, pour te donner une ordre d'idée, je vendais autour de 25 biens par an dans une petite ville de 5000 habitants, tu vois. Et aujourd'hui, un agent immobilier, un bon agent fait entre 7 et 8, tu vois, ou 10 par an. Et c'est déjà excellent. Donc, et j'étais pas meilleur que les autres, c'est juste que j'avais les bonnes méthodes, tu vois. Donc voilà, c'est ces méthodes-là que j'ai retransmises et que je donne à mes agents immo et que ben, tu pourras en parler avec Delphine ou d'autres, ils sont ravis de ça parce qu'ils voient que ça marche. Parce que la finalité, c'est que ça marche après tout. Hein. Il y a que ça, c'est la seule. Ouais, que tout le monde soit content, voilà, que le vendeur il vende vite et au bon prix, que l'acheteur il achète au bon prix. Absolument, absolument, Ok. absolument. Ben, bah, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait selon toi que ton business il fonctionne ou qu'il va fonctionner? Donc on a parlé de cette formation. Ouais. Est-ce que t'as quand même, enfin, en tout cas de l'extérieur là, c'est quand même des projets qui sont ambitieux. Est-ce que t'as un effet de Comment tu vas gérer un peu cet effet de taille? Voilà, là, tu dis on a seulement 10 mandataires. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup. Enfin, la plupart des agences immobilières, en tout cas, elles en ont pas autant. Plus les activités en Thaïlande, plus les apparts. Qu'est-ce qui fait ouais, que ton business il fonctionne selon toi? Ou qui va fonctionner surtout parce que là, il est en développement dans les deux pays. Si tu veux, la différence entre, en fait, déjà pour simplifier un peu le truc, c'est que la France et la Thaïlande, globalement, comme je t'ai dit, à part la base juridique qui est différente, toute la partie mandat de vente, offre d'achat, tout ça, c'est pareil. À quelques points près, tu vois, on est sur des sujets, des sujets assez similaires. L'expertise immobilière, c'est pareil. Donc, on a un tronc commun. Et après, on peut l'adapter. C'est pour ça que le modèle est duplicable. Il a été pensé duplicable aussi dans d'autres pays. C'était volontaire, si tu vois. On a déjà des demandes au Vietnam. Tu vois, c'est marrant. Donc c'est très amusant, alors qu'on n'a rien fait pratiquement. Tu vois, on n'a qu'une boutique en Thaïlande, mais les gens comprennent la méthode. Et c'est quelqu'un qui a visité, qui a discuté avec moi, qui m'a dit mais moi je voudrais le faire au Vietnam aussi votre truc là. Voilà. Donc je bloque volontairement. Encore une fois, on veut y aller tranquillement. On a des grosses ambitions, hein, ça c'est vrai. Et je dois pas te le cacher, mais après je suis bien entouré. Hein. Attention, j'ai des avocats derrière moi qui m'aident sur toutes les parties juridiques en Thaïlande et en France aussi. On va grossir de toute façon et on va structurer la société derrière aussi, bien évidemment. 10 mandataires, aujourd'hui, honnêtement, comme j'ai le bonheur et la chance de sélectionner des gens et de voir des gens qui sont quand même hyper réceptifs et qui apprennent très très vite, ben paradoxalement, voilà, ça me prend du temps, mais on arrive à gérer ça. Mais je peux pas en avoir 1000 demain. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Faut sûr que ce soit bien fait. Voilà, faut que ce soit C'est bien un peu fait. le. Absolument. Absolument. Ok.
Et comment tu comptes t'organiser? Donc, tu as parlé de 3 endroits déjà en Thaïlande. Physiquement, toi, tu vas pas pouvoir être aux 3 endroits en même temps. Ouais. Donc, tu penses prendre des sortes de directeurs d'agence En fait, les franchisés ou sont passer de indépendants en temps en termes, temps? le franchisé est Hmm. indépendant. Il a sa boutique, il la gère, il a une obligation de résultat, il a un Ok. contrat avec la société, enfin ma société. Donc, il utilise ma marque, mes designs, etc. Mais après, en termes de fonctionnement, il est indépendant. Donc, je l'ai pas allé, c'est comme un mandataire finalement en France. J'ai pas allé voir les Ouais. heures pendant lesquelles il travaille. Ça, j'ai pas le droit. Et en Thaïlande, c'est la même chose. Également, voilà, on a un rôle on a ce rôle, on a un lien évidemment, mais il a quand même la liberté de gérer sa boutique comme il a envie, à condition qu'il respecte mes méthodes d'expertise et ma façon de travailler, tu vois. Mais il fait les horaires qu'il veut. S'il a pas envie de travailler le D'accord. dimanche, il travaille pas le dimanche, quoi. C'est pas moi qui vais lui dire quelque chose. C'est pas mon rôle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un système de franchisé. J'aurais pu monter des directeurs et monter mes propres agences avec des directeurs, mais je voulais pas pour gagner justement en efficacité niveau temps. Voilà. Et le mandataire, c'est pareil en France. C'est Hmm. exactement pareil. Donc je passe beaucoup de temps en formation, mais après on améliore la formation au fur et à mesure, hein, bien entendu, des retours des gens. C'est ça qui est intéressant, c'est une formation évolutive en plus. Donc je l'améliore en fonction des besoins du terrain, etc., des choses qui remontent. Et puisque l'immobilier évolue de toute façon et les règles évoluent, donc on le fait évoluer en permanence. Et après on va structurer des équipes. Donc en France évidemment, au bout de, je pense d'ici un an, on aura un directeur de ma société qui gérera la partie française, bien entendu, bien entendu. Ouais. Ouais, ce sera indispensable, je pense, surtout si après tu commences à partir en plus dans d'autres pays. Une question que je t'ai pas posée, les actes, ils sont en thaïlandais ou tu peux les avoir en anglais aussi? Tu les as en anglais. Thaï anglais. Tu les as en deux langues. Ok. Ouais. Ok. Et toi, tu es en train d'apprendre, t'as dit le thaïlandais et t'apprends aussi les caractères là, parce que il y a qu'en Thaïlande, je pense qu'ils ont Ouais, ouais, il doit y avoir d'autres pays aussi, ces lettres là, l'espèce de on, rond là. non, on commence par l'oral déjà. Hein. On ne commence pas par l'écrit. Enfin, voilà. Donc, Ouais. l'écrit, ça commencera que dans un an. Là, ça fait 5 mois que j'en fais, ça commencera que dans un an. Voilà. Ok. Et ta vie en Thaïlande, tu peux nous raconter un peu ce que ça t'a apporté de déménager, peut-être ce Ouais. qui te plaît plus, ce qui te manque de la France. Ce qui manque de la France, pas grand-chose. Ce qui me plaît Tout le monde te répond ça quand je demande. pas grand-chose, pas grand-chose. Non, mais c'était, encore une fois, c'était un projet qui était réfléchi, tu vois. Donc c'est pas un coup de tête. Donc ce qui me manque, Ouais. donc pas vraiment, j'ai beau réfléchir, il manque pas grand-chose. Par contre, ce qui fait qu'on est très bien là-bas, ben, je pense malgré tout le rythme qui est plus calme. Et puis ce côté un peu vacances toute l'année, tu vois. C'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression Mm. d'être en vacances, malgré que je travaille quand même pas mal, mais j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps. Alors pour moi, l'immobilier c'est pas un travail en plus, donc forcément. Mais mais euh, voilà, c'est vraiment ça. Puis c'est profiter de notre femme, ma femme, voilà, elle pour le coup ne travaille plus, donc elle s'occupe de ma fille, donc elle est un peu dans la société pour les aspects juridiques, mais voilà, elle s'occupe de ma fille. C'était aussi ça l'idée de gagner, d'avoir du temps, plus de temps. Et ça, c'est réussi. Mm. Ok. Et t'as pu te faire des amis, des connexions sur place. Absolument. Ouais, Comment bah, ça se passe? T'as un cercle social déjà? oui, oui, bah après, bon, Koh Samui, l'avantage déjà qu'il y a pas mal de Français. Donc ça, Mm. c'est facile. Et après, effectivement, après, bon, l'avantage du métier dans l'immobilier, c'est que forcément, tu rencontres déjà beaucoup de monde, en plus. Donc, ça aide à, même si Exact. comme je suis avec mon franchisé, en plus qui s'est monté à côté, on est dans le, j'y vais pour la partie formation et effectivement, on rencontre pas mal de monde. Et puis, bon, ça fait quand même un an qu'on y est, donc forcément, tu crées des liens. Puis avec l'école, notamment, c'est plus facile. Ouais, bien C'est sûr. facile. Voilà. Donc, Ok. donc si tu connais des gens qui veulent monter une franchise, il n'y a pas de problème. Hein, ils peuvent me contacter. Et vivre Donc voilà, si on veut monter une franchise, on peut te contacter, une franchise. Donc partout en Thaïlande. Enfin bon, pour l'instant là, t'avais les projets à Phuket et Pattaya. partout. Partout. Et, Il n'y a pas de il y a Bangkok, Bangkok, c'est pareil. Bangkok, ça marche aussi. partout où vous voulez. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des règles spécifiques
sais pas, par région, comme ça, d'urbanisme, qui pourrait faire que tu peux aller, tu vois, par exemple, je crois en Suisse, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois qu'en Suisse, longtemps, en tout cas, les personnes qui étaient pas suisses pouvaient pas acheter dans certaines régions et pouvaient acheter dans d'autres. Est-ce qu'il y a il y a des règles comme ça qui t'empêcheraient d'aller sur certains endroits en Thaïlande? Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, j'ai pas fait toutes les régions. Donc, j'ai du mal à te répondre, mais de celles que je Ouais. connais, j'ai jamais entendu une règle comme ça. Donc, pour moi, il n'y en a pas. Ok. Ok. Ah bah super. Parce que c'est vrai que la Thaïlande, ça bouge. Enfin, si on a déjà été à Bangkok, c'est une ville, c'est impressionnant quoi. Hein. Ouais. Il se passe 1000 trucs à la minute. Ouais. Donc ouais, si vous voulez ouvrir une Thaïlande, si vous voulez ouvrir une franchise en Thaïlande, et est-ce que il y a un profil des personnes que tu recherches? On peut faire un appel à témoins Non, mais si vous voulez changer de vie. Voilà. souvent, ce sont des gens qui veulent, qui ont une envie aussi, parce que ça veut dire aussi s'expatrier quelque part. Hein. Donc, c'est des Ah gens, bah bien sûr. Hein. c'est déjà un projet en soi. Donc, je cherche pas des directeurs d'agents, je cherche vraiment des gens qui partent et qui sont prêts à se lancer dans l'immobilier. Donc, encore une fois, même s'ils sont pas professionnels immobiliers, ça me gêne pas. Mais de toute façon, je pense que le fait déjà de partir et de quitter des choses, c'est pas facile. Donc, ça prouve la motivation des gens, tu vois. Ah bien Donc, entendu. Ah ça, bah ouais, ça prouve la motivation. ouais. Voilà un petit peu. Il y a pas trop de critères. Après, on Ok. étudie tous les dossiers et puis voilà, il y a pas de souci. On discute. Surtout, on discute beaucoup. Et t'as beaucoup de demandes? Oui, ben écoute, T'as alors, beaucoup de demandes? ouais, en fait, au départ, là, pour l'instant, c'est beaucoup consacré sur la France, paradoxalement, parce que ça a explosé un peu plus vite que ce qu'on pensait. Donc, j'ai pas trop prospecté en Thaïlande. Puis, comme on montait la première était un peu notre test, si tu veux, tu vois. Donc, j'ai pas forcément Ah trop bien poussé sûr. parce que, et voilà, on voulait tester et encore, on continue à tester. Donc voilà, pour affiner un petit peu le modèle, etc. Mais l'idée, dès que je rentre là, dans quelques semaines, c'est de pousser vraiment en Thaïlande. Donc effectivement, j'ai eu quelques demandes sur Bangkok et Pattaya. Donc pour l'instant, qui sont pas concrétisées. Voilà. Mais ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas trop le temps pour le coup. Mais maintenant, on va pousser fort sur la Ouais. Thaïlande parce que maintenant qu'on est prêt, on sait comment monter le concept. Voilà, on est prêt. Ouais, c'est vrai que ça peut être un bon. Enfin, parce que t'as plein de gens, tu vois, qui investissent dans l'immobilier en se disant, bah, une fois que tout tournera, je pourrais partir vivre à l'étranger. Alors que toi, il y a même pas besoin, tu vois. Tu peux, Ouais. les gens, ils peuvent trouver direct, enfin, partir et puis avoir un emploi. Donc c'est vrai que c'est Et super en plus, intéressant. si Je tu voulais veux. juste revenir rapidement avec toi sur les rentas. Ouais. Vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Euh, Donc les rentas, t'as dit que t'as du 14, du 15, j'ai vu il y a aussi, sur les villas, je pense en longue durée c'est moins. C'est Ouais, tu peux avoir du quand 8 on ou est voilà, si on est investisseur, si t'as du 8 ou du 9, tu vois, sur des villas à l'année, 8, 9, 10, tu vois. Un truc comme ça. Mm. OK, c'est ouais, donc c'est quand même pas mal. Et les prix de l'immobilier, ils ont évolué comment? Ah ben là, Ils le sont prix de plutôt en l'immobilier, hausse, ils sont plutôt ouais, alors le Covid a stagné un peu le truc. Mais les prix, de toute façon, il y a le double effet parce que tu as l'effet prix, mais tu as l'effet monnaie aussi. Donc la monnaie, aujourd'hui, tu as un ouais, bien euro, sûr. t'as 37,5, mais c'était à 33 avant le Covid, tu vois. Donc les gens se sont dit, ben mais c'est le moment que je fasse du change, quoi. Tu vois. Il y a un double effet qui se coule qui fait que ben, ta monnaie, voilà, tu peux faire pas mal de choses en Thaïlande avec un peu d'euros, quoi. Donc tu peux avoir des bons rendements, il y a pas de souci. Après, tu as des produits qui s'y prêtent plus, mais ça c'est comme en France, t'en as qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais je pense qu'un immeuble, là, qu'on a renté un immeuble de rapport à 12 lots, je crois, ou 13 lots, qu'il a rentré en franchisé, t'es à 13% de renta à l'année, hein, tu vois. C'est pas mal, ça. Ouais. Tu vois, t'as des trucs comme ça. Ouais, donc c'est pas mal. Si en plus tu arrives à choper, puis tu peux un peu décider. C'est ça qui est pas mal peut-être avec l'immobilier notamment, c'est que quand la monnaie, parce que la monnaie elle va fluctuer dans les deux sens, hein, mais Bien sûr. si t'es à 13%, bah le truc tu rentres de la monnaie et puis le jour où le taux de change il est intéressant, c'est peut-être le moment de vendre et puis Absolument. tu peux choisir le moment où tu vends en fonction des deux critères quoi. À la fois la prise de valeur en BAT et puis la différence de cours. Ouais, Ouais. donc 13%, c'est vrai que c'est pas mal, surtout quand c'est net quoi, net d'impôt, Oui, enfin ben taux d'impôt. oui, la plus-value, il y en a pas. Donc c'est vite calculé comme ça.
C'est vite calculé. Ok, super. J'ai des petites questions pour la fin que j'aime bien poser. La première, c'est est-ce qu'à un moment, tu as eu peur pour tes finances ou pour genre t'as été à court d'argent peut-être quand tu as acheté les 50 les 50 lots, ou est-ce qu'il y a un moment où où l'argent il t'a créé une sorte de, je sais pas, d'angoisse? Ben, en fait, c'est plus quand t'arrives là-bas, quand on a créé les deux projets en parallèle. C'est peut-être plus ça, parce que du coup, tu multiplies les coûts à chaque fois quand même, paradoxalement. Donc, Mhm. il faut effectivement, à un moment, tu te dis, ben, où je commence. C'est ça. En fait, le problème, c'est que faire les deux en même temps, c'était pas l'idée de départ, mais forcément, quand t'as de la demande, c'est difficile de dire non. Et Bien sûr. et après, ça implique, même si t'as une formation qui est assez qui coûte que du temps pour moi de la faire. Mais après, t'as toute la partie technique, outils. Il y a le site internet. Enfin, il y a le blog. Dans le blog, il y a plein d'articles qui sont Mhm. pas encore en ligne, qui sont prêts, hein, en fait. Voilà. Mhm. Et tout ça, ça prend du temps et donc de l'argent. Donc voilà, oui, la crainte, c'est au départ, c'est de se Ouais, dire, bien sûr. comment on fait, qu'est-ce qu'on fait comme priorité, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est ça, c'est difficile de laisser, Mhm. d'abandonner des sujets à la place d'autres, mais il faut faire des choix, à un moment. Sinon tu te tues, quoi. Bien sûr. Puis en plus, t'es dans un business, alors c'est pas non plus de l'industrie, mais où c'est des temps moyen longs, quoi. C'est pas comme si demain je sais pas, t'achètes un produit pour le revendre tout de suite, un tout petit truc, tu vois. Là, c'est quand même, bah, tu recrutes des gens, tu les formes, ça prend quand même quelques mois jusqu'à C'est ça, commencer à avoir les retours, et pendant ce temps, t'es un peu dans c'est ça. l'incertitude. Absolument. T'as une zone d'incertitude où tu Ouais. sais que pendant 6 mois, en gros, où, le temps de former entre le personne qui s'inscrit qui forme, et ben en plus c'est les premiers. Après t'as les premiers qui commencent à tourner, donc ça va. Mais dans la première Mm. série, forcément, t'es dans une zone où tu rentres zéro, quoi. Pour faire simple. Ouais. Ok. Une autre question que j'ai, c'est est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Donc Ouais, ouais, soit que tu as connu en France, soit, enfin peu importe, voilà, un peu dans le domaine ouais. Ben du bye bye patron. si tu l'as pas déjà interviewé, je te conseille David Combe, qui est un ami de moi. Non, je le connais Voilà, pas. qui est un marchand de Ok, biens à la base. Donc, c'est un sujet un peu différent et c'est assez intéressant. Qui est un marchand de biens d'accord. professionnel et qui est investi, qui va investir. Ben, c'est la personne qui va investir avec moi à Koh Samui sur les produits en Thaïlande. Donc, tu vois, il y a la passerelle. Ok, super, super intéressant. Bah merci pour le conseil. Si on veut te retrouver, si on veut t'écrire pour Ouais. postuler pour une franchise en Thaïlande, c'est quoi le plus simple? Alors, donc, déjà, pour toutes les annonces, ben, Fred et Pierrot, www.fredetpierrot.com, hein, pour le site internet. Donc, pour l'instant, il y a les biens qui sont en Mhm. Thaïlande, les premiers, et il y a ceux qui arrivent en France. Et pour la partie plus ouverture de franchise ou rentrer dans le réseau mandataire, ben, c'est l'adresse contact@fredetpierrot.com, tout simplement. Ok. Eh ben super. Je sais pas si tu avais encore un mot à rajouter. Je pense qu'on a fait un bon petit tour hein, Non, mais écoute, sur le ouais. sujet. Non, mais c'est en tout cas voilà, si personne veut faire un investissement en Thaïlande et je vous conseille vraiment, il y a vraiment des choses à faire. Je pense que c'est intéressant de pas mettre les œufs dans le même panier, donc de garder des investissements en France évidemment ou en Europe, aux États-Unis, mais je pense que c'est bien diversifié. Donc si vous voulez faire quelques placements Hmm. et faire des choses intéressantes, ben c'est possible en Thaïlande. N'hésitez pas, on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Pas de souci. Ok. Et quel budget, à partir de quel budget c'est faisable? C'est faisable à partir de pas grand-chose parce que si tu achètes un condominium à Bangkok aujourd'hui, tu peux commencer à avoir des prix d'attaque à peut-être 60 000 euros, tu vois. Donc Hmm. après tu pourras pas faire de courte durée sur les condominiums, c'est interdit. Tu pourras faire qu'à partir de la location à partir d'un mois. Tu peux pas faire de la LCD en fait sur les condominiums. Mais D'accord. voilà, donc toutes ces règles juridiques aussi, on vous accompagne là-dessus pour pas faire n'importe quoi parce que sur Internet on voit de tout et n'importe quoi. Donc Ah bah je veux bien le croire. Ouais. voilà, donc encore une fois, quand vous avez un projet d'investissement, on peut étudier en fonction du budget évidemment, et puis il y a la localisation qui va faire que aujourd'hui vous pouvez acheter aujourd'hui à Koh Samui, vous pouvez acheter un bien à 150 000 euros et faire voilà et vous allez le pouvoir faire une renta à 10% sans aucun, en net hein, je parle bien sûr sans problème. Donc voilà, on peut avoir différentes choses, ça dépend des budgets et après ça peut Ok. monter très fort bien sûr, ça dépend de ce qu'on veut faire.
Ok, super. Eh ben, écoute, Fred, merci pour ton temps. Et puis, Merci à toi. si je passe en Thaïlande, hein, Ah ben, voilà, écoute. quand on pourra, on peut voyager en Thaïlande en ce moment? Ah ben moi j'y retourne, hein, donc On peut y aller avec le ouais, Covid? moi, je suis pas vacciné, Ouais, hein, parce que donc là, on en a pas parlé. T'es en France là, temporairement. ouais, je Ok. suis pas vacciné, je voyage, donc vous devriez vous en sortir. Ok, ça marche. Et ben, je te souhaite une très bonne soirée et à très Merci bientôt. Thibaut et à bientôt. Allez, Merci bye beaucoup. bye. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que ça vous a inspiré, voilà, que vous avez maintenant un pied en Thaïlande. Merci à Fred pour sa participation. Comme toujours, likez, partagez, commentez et surtout si vous êtes à un endroit insolite que vous voulez prendre une photo de l'endroit où vous êtes et nous partager. Voilà, j'écoute le podcast dans cet endroit. Surtout là, c'est les vacances. Peut-être que vous êtes dans des endroits insolites. Quand je vois la carte je peux voir en fait sur la plateforme d'écoute où est-ce que les personnes écoutent le podcast. Franchement, il y a tout, il y a partout dans le monde. Il y a de la Chine, il y a de la Polynésie, il y a même des pays qui parlent pas français. Il y a des États-Unis, du Canada, vraiment. Là, j'ai des gens en Israël, j'ai des gens à Malte. Merci à tous. Voilà, si vous voulez partager l'endroit où vous êtes en train d'écouter le podcast, ça me ferait super plaisir. Sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message, me taguer en story, je vous repartagerai. Voilà, si vous voulez, je vous rappelle, si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, lien dans la description. Si vous voulez rejoindre le Club Invest, lien dans la description également. Je vous souhaite une très bonne semaine, que vous soyez au bureau, j'espère, si c'est le cas, sans chef ou alors en vacances. Profitez-en bien et on se retrouve très bientôt. J'aurai un épisode et je pense que ce sera le suivant sur comment tenir ces bonnes résolutions grâce au pognon. Et parce que j'ai réussi à tenir une très bonne résolution grâce à une technique de roublardise avancée. Donc je vous la partagerai. Donc, comment tenir ces bonnes résolutions grâce au pognon. Voilà, très bonne semaine à tous et à très bientôt.